Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je me présente, je m'appelle Noah Bundoula ou Askip sur les réseaux. Et donc ici je suis dans un lieu où je n'ai pas vraiment l'habitude de tourner, je suis dans le bureau du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Comment allez-vous ? Bon, ça va, un peu chargé au niveau de l'agenda pour le moment, mais on va pas se plaindre. Hein. Bah oui, tout à fait. On a voulu un vélo en pédale. Tout à fait. Alors ici, nous sommes dans une discussion entre les jeunes et la politique. On veut essayer de faire des liens entre les deux. Et donc là, je ne serai pas tout seul pour ça, pour représenter la jeunesse. Je serai aussi avec Laetitia Haddad. Bonjour Laetitia, est-ce que tu peux te présenter, pardon ? Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 28 ans et je suis déléguée jeunesse à l'ONU pour la Belgique au sein du Forum des jeunes. Ok, génial. Alors nous ne serons pas que tous les deux, il y aura aussi Salma Nagy. Bonjour Salma. Oui, bonjour, enchantée. Du coup, c'est Salma, j'ai 25 ans et je travaille en éducation et droits humains au sein d'Amnesty International. Ok. Alors, nous allons un petit peu parler de l'avenir, nous allons parler coopération internationale puisque nous sommes ici avec Enabel. Et donc, avant d'aborder tous ces sujets très complexes et très compliqués, je me demandais, quand vous aviez notre âge, quand vous avez à peu près la vingtaine, comment vous voyez l'avenir ? Alors, c'était hier, donc c'est pas trop dur de s'en souvenir. Mais à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avoue que dessiner l'avenir était toujours quelque chose d'un peu complexe. Ça doit l'être certainement encore aujourd'hui, parce qu'à la fois on est pris dans un momentum où on est dans les études en se demandant si finalement on va les poursuivre ou bien si on va faire le grand saut dans la vie professionnelle, avec à la fois un sentiment de « Ah, on a assez étudié, ce serait bien maintenant d'aller gagner sa croûte », et d'un autre côté, le fait de dire « Oui, mais c'est un peu angoissant, je ne sais pas trop si je suis encore prêt, je ne suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire, malgré les études que je suis. » Parfois, on doute d'avoir choisi les bonnes. Et donc, on se dit « Tiens, est-ce qu'on ne va pas faire un complément d'études ?» Donc, c'était une grande question plus sur nos parcours personnels, même si ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais à l'époque, je dois bien le dire, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Clairement. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les GSM. Et donc, on était probablement moins ouvert sur le monde qu'on ne l'est aujourd'hui, avec cette immédiateté, cette pluralité d'informations qui nous tombent dessus, dans laquelle il faut pouvoir faire le tri aussi. Mais j'avais déjà, en tout cas, été personnellement animé par l'engagement associatif dans les acteurs culturels, dans les mouvements de jeunesse. J'étais animateur louveteau. Quelles ont été les personnes que vous avez rencontrées ou les événements qui ont favorisé cet engagement ? Alors, c'est d'abord un cheminement personnel. Je n'ai pas rencontré une personne qui m'a fait basculer vers la politique du côté obscur de la force. Non, en l'occurrence, j'ai toujours bien aimé le collectif. Et donc, je le disais, j'étais dans les mouvements de jeunesse, j'ai été danseur folklorique, j'ai été arbitre de foot. Une belle expérience d'ailleurs pour apprendre à se faire insulter. Et donc, c'est formateur pour la politique quelque part. Mais c'est vraiment la conviction qu'il y avait des choses à devoir faire. Et moi, j'admire aujourd'hui les jeunes qui s'engagent, comme vous, peu importe la nature de l'engagement, qu'il soit pour une cause environnementale, une cause sociale, la coopération, que ce soit pour la défense des indépendants, enfin, peu importe le sujet, avoir quelque chose qui vous drive et qui vous fait aller vers les autres, je trouve que ça, c'est important. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que pour la jeunesse que vous incarnez, il y a beaucoup d'éléments chez nous, comme dans le monde, mais ce qui se passe là-bas se vit ici, qui nécessite de pouvoir effectivement être les yeux ouverts et, je l'espère, le cœur aussi. Alors aujourd'hui, vous êtes donc ministre des Affaires étrangères. Vous êtes quelqu'un qui a toujours eu un certain engagement, vous avez eu ce sens du collectif aussi, vous l'avez toujours, j'imagine. Alors qu'est-ce qui a favorisé, ou plutôt la manière dont je pourrais tourner cette question, pourquoi avez-vous voulu accepter ce poste de ministre des Affaires étrangères et pourquoi est-ce qu'il est aussi important aussi quand même ? Parce que c'est un poste, on sait qu'il y a des postes pour lesquels il y a des secrétaires d'État, des fois ça change, c'est ministre, secrétaire d'État en fonction des gouvernements. Là, ça a toujours été ministre. Pourquoi est-ce que c'est aussi important, un ministre des Affaires étrangères ? Alors c'est important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les ministères régaliens, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment le noyau dur d'un État pour pouvoir exercer la plénitude des compétences de souveraineté de cet État. On doit évidemment gérer toute une série de problèmes à l'intérieur de nos frontières, mais il y a également les enjeux de la défense des intérêts belges et des Belges eux-mêmes à l'extérieur de ces frontières. On a des centaines de milliers de compatriotes qui vivent ailleurs sur la surface du globe, avec parfois des ennuis auxquels ils sont confrontés, pour lesquels ils attendent de la solidarité de leur État, de leur pays d'origine. C'est aussi des situations économiques.
Si on veut qu'il y ait du bien-être, il faut de la croissance, et pour ça, il faut du business. Et donc, on ne peut pas vivre juste en se regardant le nombril, surtout pas vu la petitesse de notre pays, une économie hyper ouverte sur le monde, avec aussi le désavantage de subir très fortement les soubresauts de la température économique mondiale. Mais donc, on doit créer des nouveaux partenariats et donc aller vendre la Belgique, ses entreprises, nos atouts ailleurs à l'étranger. Et donc, c'est évidemment crucial aussi. Et puis, pouvoir défendre et incarner nos valeurs. Veiller, non pas être dans une démarche qui vise à les imposer aux autres avec mépris pour ce que sont leurs vécus, mais essayer que les questions liées aux droits des femmes, aux droits LGBT, aux droits internationaux, aux droits humains de manière générale, soient aussi respectées et que tout ne se résume pas uniquement à des questions d'échanges commerciaux. Alors, Monsieur le Ministre, vous le savez bien sûr, les jeunes évoluent aujourd'hui dans un contexte qui est marqué par une succession d'instabilités, des conflits armés qui sont persistants, une fragilité économique, la montée des extrêmes, une urgence climatique, de la désinformation, et cela impacte fort la santé mentale des jeunes. Il y a un sentiment d'incertitude, l'impression qu'on n'est pas vraiment écouté, ça provoque de l'anxiété, ça provoque un découragement. Il y a une partie de la jeunesse d'ailleurs qui se détourne des institutions politiques parce que jugées trop éloignées de leur réalité quotidienne. Et pourtant, au cœur de ces difficultés, on voit aussi une jeunesse qui ne renonce pas, une jeunesse lucide, exigeante, qui veut comprendre, être impliquée et peser sur les décisions. Et j'ai une question pour vous, Monsieur le Ministre. Face à cela, que pouvons-nous faire concrètement ? Comment montrer que la Belgique reste engagée pour un monde plus juste, pour un monde plus humain ? Et selon vous, quel est le premier levier qui est capable de redonner à notre génération un pouvoir d'action ? Alors, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il n'y a pas une recette magique qu'on sortirait comme un lapin d'un chapeau et qui va redonner des étoiles dans les yeux de toute la jeunesse. D'abord, toute la jeunesse n'est pas confrontée aux mêmes préoccupations, aux mêmes ennuis. Pour certains, ce qui se passe ailleurs dans le monde les préoccupe, le recul des valeurs que vous évoquez. Pour d'autres, c'est simplement de pouvoir avoir des tartines à midi en allant à l'école. Et donc, on a des réalités qui sont plurielles et qui nécessitent évidemment que la classe politique dans son ensemble, composée aussi par la pluralité de ses expériences, réponde à ces enjeux. Et c'est pour ça que ce que les jeunes doivent surtout éviter de faire, c'est se résigner. C'est uniquement se contenter depuis le balcon de commenter, de s'indigner. Il faut vraiment s'engager. Et l'engagement, il peut prendre plusieurs formes. Associatif, c'est vrai, et c'est faire bouger les lignes pour des choses auxquelles on croit. Ça peut être aussi un engagement politique, parce que c'est un peu paradoxal de dire cette classe politique est déconnectée de nos réalités, et en même temps ne pas alors s'investir dans ce champ politique pour aller amener vos réalités, voire même exercer des responsabilités, des mandats qui vont permettre que ce ne soient pas toujours les mêmes vieux qui sont là depuis des décennies, comme potentats ou barons locaux qui vont tout gérer. Moi, j'ai toujours pensé que la vie était faite de cycles, y compris un cycle d'engagement politique. Je ne compte pas en faire toute ma vie. D'abord parce que, y compris pour ma santé mentale, je crois que c'est bien de s'oxygéner avec d'autres vécus. La vie est trop courte que pour la limiter uniquement à la politique, mais aussi parce qu'il faut faire de la place à d'autres. Je n'ai pas envie de devenir moi-même le vieux baron que je dénonçais quand j'avais 20 ans. Donc, surtout, engagez-vous pour faire bouger les lignes, parce que la militance, quel qu'en soit son aspect, pour autant qu'elle respecte évidemment les principes démocratiques et l'état de droit, c'est une militance qui est vertueuse, parce qu'elle permet que chacun trouve du sens pour lui-même à travers ce qu'il fait pour les autres. Et ça, je crois que c'est important. Dans votre engagement aussi, j'ai cru comprendre dans votre exposé introductif au sein de la plateforme ONU des jeunes, c'est aussi une prise de conscience de ces réalités et une volonté de les faire évoluer. Et donc, c'est que par l'action qu'on pourra faire bouger les lignes, certainement pas uniquement par une démarche de dénonciation. Merci beaucoup. J'aimerais aborder le thème de la paix et de la sécurité. Ça ne se limite pas à l'absence de conflits, ça inclut des dimensions qui sont essentielles et plurielles, comme la cohésion sociale, la stabilité économique, la protection de nos droits humains, mais aussi la capacité de se projeter sereinement dans l'avenir, l'assurance que les institutions fonctionnent pour et avec les jeunes. Et dans ce contexte, on est tous d'accord autour de cette table de dire que le multilatéralisme, c'est un outil qui est plus que nécessaire pour prévenir les conflits, pour répondre aux crises, pour protéger les droits des jeunes, mais aussi pour pouvoir créer des espaces
espace où leur voix peut influer les politiques. Et c'est dans ces enceintes que la Belgique peut porter un message fort, celui de la diplomatie qui place la jeunesse au centre des solutions et non pas à la marge. Et j'ai une seconde question pour vous. Dans vos fonctions et au sein de la diplomatie belge, comment intégrez-vous cette conception élargie de la paix et de la sécurité humaine ? Alors, je répondrai en 2 temps. D'abord, la question du multilatéralisme a toujours été au cœur de la politique des relations extérieures de la Belgique. Autant par conviction que par nécessité. Par conviction, parce que c'est à travers le dialogue, dans des enceintes où l'ensemble des nations peuvent se retrouver pour évoquer les problèmes communs, tenter de trouver des convergences pour les résoudre, que l'on obtient les meilleurs résultats. Et donc aujourd'hui, on vit une époque où le multilatéralisme est sous pression, il est sous attaque, il est dénoncé, et pas par n'importe qui, par certaines des plus grandes puissances du monde, ce qui fragilise notre ordre mondial, basé sur des règles, basé sur la défense du droit international. Et donc ça nous heurte, parce que la Belgique a toujours été un porte-étendard de ce respect du droit international. Par conviction, je viens de le dire, mais aussi par nécessité. Nous sommes un pays de taille moyenne à l'échelle du globe. Nous ne sommes pas une grande puissance financière, ni une grande puissance militaire qui permet, comme d'autres puissances du monde, d'avoir alors une influence sur le cours des choses grâce à ce que nous représentons comme menace, comme atout. Et donc, on a besoin du droit international aussi pour être protégé des autres. Le droit international, c'est ce qui protège notre modèle, c'est ce qui est la valeur refuge quand il y a des tentations qui pourraient être hégémoniques d'autres puissances. On le voit bien dans l'attitude de la Russie avec sa guerre d'agression à l'égard de l'Ukraine. Et donc, la défense du droit international, ça reste et ça restera la boussole de la politique étrangère de la Belgique. Et puis, pour pouvoir consolider la paix, il y a des initiatives qui peuvent se développer grâce à un autre levier de la politique extérieure, qui est la coopération au développement. Ce qu'on appelle aujourd'hui plus largement la coopération internationale. Et c'est un élément d'ailleurs intrinsèquement lié à notre politique des affaires étrangères. C'est pour ça que je trouve que ça fait beaucoup de sens que pour la première fois depuis des décennies, on ait enfin un même ministre qui s'occupe et des affaires étrangères et de la coopération au développement, alors qu'avant c'était des ministères qui suivaient des chemins différents, qui ne se parlaient pas nécessairement beaucoup et qui articulaient peu les objectifs qu'ils poursuivent. Alors bien sûr, il faut éviter de faire de la coopération au développement exclusivement un outil de politique étrangère au point de défendre uniquement nos intérêts et d'oublier que l'ADN même de la coopération au développement, c'est d'abord de permettre la préservation et la sauvegarde des intérêts des populations que l'on sert sur le terrain et singulièrement dans les pays les plus fragiles. Mais à l'inverse, il faut éviter aussi que la coopération agissent toute seule de son côté, sans tenir compte du fait qu'il y a des intérêts stratégiques à défendre, à promouvoir. Et parmi ces biens mondiaux sur lesquels je souhaite mettre l'accent, il y a la question de la stabilité, il y a la gouvernance, il y a la question de la santé et de l'éducation, et il y a la question du changement climatique. Ce sont 3 thématiques sur lesquelles la coopération au développement de la Belgique doit pouvoir agir en cohérence avec les lignes directrices de notre politique des affaires étrangères. Et c'est à travers cette capacité d'action sur le terrain qu'offre la coopération au développement que l'on peut stabiliser, que l'on peut éviter de nouveaux conflits, que l'on peut alors travailler à cette paix que vous évoquez. C'est pour ça que je trouve toujours ridicule que certaines formations politiques, qui sont souvent très conservatrices et de droite, disent qu'il faut à tout prix éviter tous les flux migratoires possibles, mais dans le même temps disent qu'il faut réduire à 0 les budgets de la coopération au développement. C'est oublier que c'est par la coopération au développement, le développement des capacités locales, la stabilisation locale, la qualité de vie locale, que l'on pourra aussi avoir un effet de réduction des flux. Donc c'est incohérent de vouloir plaider et l'un et l'autre. C'est pour ça que je reste un ardent défenseur de la coopération au développement. Alors justement, par rapport à la coopération internationale, aujourd'hui, on voit qu'elle doit se réinventer face aux coûts budgétaires dans plein de pays différents. La Belgique n'a pas non plus épargné la coopération internationale avec 25% en moins de budget. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut se réinventer? Mais aussi, vu que quand même le but de cette discussion, c'est de faire des ponts entre la jeunesse et la politique, comment est-ce qu'on peut inclure une jeunesse qui peut s'engager en faveur de cette coopération internationale belge?
D'abord, la jeunesse, elle ne doit pas attendre qu'il y ait des coupes budgétaires pour s'engager dans la coopération internationale. J'ose espérer qu'elle l'a déjà fait avant et qu'elle va continuer à le faire après. Et peut-être plus que jamais, ce sera nécessaire d'avoir cette mobilisation de la jeunesse pour défendre les principes de la coopération internationale au moment où elle est malmenée dans le monde. C'est vrai. Alors la Belgique a aussi réduit, je le regrette, mais je l'assume, ses crédits de 25%, c'est vrai. Mais on a fait des choix. Et parmi les choix, moi je suis très fier d'avoir décidé de ne réduire de pas un seul euro l'aide, par exemple, humanitaire. Parce que même si ce n'est pas une thématique populaire, même si ce n'est pas ça qui fait gagner ou perdre des voix, à partir du moment où on fait de la politique et conviction, on doit se rendre compte qu'aujourd'hui, les zones de conflit se multiplient et l'aide humanitaire est une urgence incroyable et elle-même est malmenée. Et donc là, on a préservé l'intégralité des crédits. Pour que la jeunesse s'implique, je crois que c'est important qu'elle soit simplement consciente aussi de cet enjeu de ne pas s'occuper que de son nombril. Et il faut bien reconnaître que les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, finalement, ont tendance à vous mettre dans une bulle de satisfaction ou de conviction que ce que vous pensez, finalement, comme c'est partagé par tous ceux que vous voyez, c'est que c'est la vérité, avec toute une série de biais, une perte d'esprit critique. Or, je pense que c'est nécessaire d'avoir un regard qui prend un peu de distance aussi par rapport aux réalités du monde pour pouvoir avoir envie de s'engager dans celui-ci. Et on a un peu trop le culte de moi, de je, myself and I. Et je pense que quitter un peu cette ambiance selfie permanent, lieu instagrammable, pour pouvoir être un peu plus dans le vrai de ce qu'est le vécu d'une série de gens qui ont moins de chance que nous, c'est important. Et heureusement, moi, je rencontre quand même beaucoup de jeunes qui ont une vraie sensibilité sur ces questions-là. C'est peut-être une génération qui doit être moins poussée dans le dos pour s'occuper des autres. Il y a une spontanéité quand même assez forte et il faut la maintenir pour ne pas avoir que les biais liés à cette génération réseaux sociaux. Oui, justement, vous avez déjà évoqué la question budgétaire et c'est vrai qu'en tant que jeune qui a été engagé justement en tant qu'Enabel, on rencontre énormément de jeunes qui veulent faire quelque chose et qui veulent porter leur propre projet. Et j'en ai également bénéficié de justement ces appels à projets pour la jeunesse. Et ma question, elle va plus loin en se disant on a besoin de la coopération internationale, on le sait, mais puis au même moment, comme vous l'avez dit, on coupe dans le budget. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour légitimiser finalement cette coopération internationale qui, on le voit, il y a une perte de confiance et on ne veut plus investir dans cette coopération-là. Alors je nuancerai le propos, c'est pas qu'on ne veut plus investir, c'est qu'à un moment donné, il faut bien trouver des milliards pour éviter que le train Belgique ne se crache, ne déraille. On dépense trop d'argent par rapport à ce que l'on a. Et donc, si on veut demain pouvoir payer les pensions, avoir des soins de santé aussi généreux que ce que nous avons, avoir une éducation qui est quand même de haut niveau, il nous faut des moyens et il faut éviter qu'on ne soit plus capable de payer tout ça. Et donc, tout le monde est mis un petit peu à la diète pour le moment, c'est vrai. Et la coopération au développement fait sa part. Chacun a toujours évidemment envie de ne pas être impacté par des économies, mais tout le monde l'est. Et ce n'est pas parce que d'autres secteurs le sont, que ça veut dire que c'est des secteurs qu'on méprise ou dans lesquels on n'a pas envie d'investir. Et donc, il ne faut pas lire la diminution des 25% de coopération au développement comme étant le reflet d'un gouvernement qui n'en a rien à faire de cette coopération ou qui la méprise. Simplement, tout le monde doit faire sa part d'effort et la coopération a fait la sienne aussi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que comme dans tout parcours de vie, il faut faire d'une contrariété une opportunité. Vous êtes jeune, je suis sûr que vous avez déjà connu des embûches dans votre parcours et je crains que vous alliez encore en connaître dans l'avenir parce que la vie, elle se nourrit aussi de ces expériences, de ce que l'on vit de très beau et puis de ce qui nous renforce à travers ce que l'on vit de moins beau. Et je crois qu'on doit aujourd'hui se réinventer aussi au niveau de la coopération internationale, travailler différemment, être plus dans la recherche aussi du résultat, en sachant, et j'en suis conscient, que tout n'est pas palpable ou mesurable à court terme, que certainement en matière de coopération internationale, le temps long est un atout, si pas un adjuvant pour obtenir des résultats. Et donc il faut que le politique évite lui-même de tomber dans l'obsession de tout mesurer dans les 2 ans ou les 3 ans du lancement d'un projet. C'est typiquement le résultat quand on fait un travail social, il se mesure qu'après un temps
un temps plus long. Donc, moi, je crois que les jeunes, aujourd'hui, que l'énergie qu'ils auraient envie de consacrer à tout dénoncer, qu'ils la mettent surtout à essayer de réaliser des choses. Et ça, je crois que ça sera d'ailleurs pour eux-mêmes beaucoup plus satisfaisant. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent se taire et ne pas pointer du doigt ce qui dysfonctionne. Mais cette énergie-là, elle doit être positivement transformée après pour ne pas devenir juste une génération aigre qui regrette, qui est pessimiste, qui dénonce, mais une génération qui se saisit d'opportunités, qui rebondit sur ça, qui se bat pour changer les choses, sans fatalisme, mais avec vraiment du volontarisme. C'est ça, c'est ce qu'on entend aussi de plus en plus dans les discours, notamment la question de l'innovation, donc faire beaucoup plus avec peu. Mais dans cette situation-là, il faut toujours évidemment aussi créer des espaces pour la jeunesse, pour qu'elle puisse se concerter et créer, innover. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour faire passer ce message. Nous, on tient vraiment à ce qu'il y ait des espaces pour nous, à ce qu'on puisse innover. Et surtout, on a une grande attache à ce que notre État croit en nous et crée ces espaces pour nous. Donc, c'est aussi... Vous avez raison. De toute manière... Enfin, un pays qui ne tient pas compte de ces jeunes générations, c'est un pays qui est mort-né. On doit effectivement entendre ce que vous dites, on doit accepter d'être bousculé par ce que vous dites, on doit accepter d'avoir de temps en temps un coup de pied au cul de la jeunesse qui nous dit « mais ce que vous faites, c'est faire fausse route ». Après, notre rôle, parce qu'on a aussi un autre bagage, parce qu'on a plus d'années derrière, c'est d'expliquer qu'on ne fait pas nécessairement fausse route, mais que vous allez vous-même pouvoir découvrir pourquoi on prend telle ou telle option, que parfois gérer, c'est pas toujours facile, c'est toujours faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Mais il ne faut certainement pas renoncer à ses idéaux. Et donc, c'est certainement à votre âge qu'ils doivent être amplifiés. Alors, justement, pour revenir sur le sujet de la coopération internationale, je sais que Salma, tu avais une question par rapport au conflit, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, justement. Alors, je te laisse la parole, Salma. C'est ça. Mais dans de nombreuses discussions qu'on a eues avec les jeunes, c'est vrai qu'il y a un certain bouleversement. Et au tout début, vous parliez des réseaux sociaux. Maintenant, on suit tout en ligne. Et c'est vrai qu'on suit les conflits en ligne avec cette extrême violence. Et on peut parler notamment de la République démocratique du Congo. Et vous avez fait aussi hier une vidéo sur vos réseaux sociaux pour parler des droits des femmes et des violences en conflit. Et c'est vrai qu'on se sent en fait super démunis. Et donc c'est déjà un partage que je vous fais de notre sentiment. Et on se dit, mais en fait, en plus des manifestations, justement, en plus de vous expliquer notre ressenti et d'être en désaccord avec l'état du monde, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et là, on revient à ce que vous expliquiez tantôt, innover, se concerter, mais sur la question de conflit et la participation au processus de paix, est-ce que vous voyez un rôle de la jeunesse là-dedans, ou ça reste plus du high level, selon vous? Mais je pense que la jeunesse, elle doit garder ses rêves, mais elle doit aussi apprendre à gérer sa frustration. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui va vous poursuivre tout au long de la vie. Moi aussi, chaque jour, quand je vois ce qui se passe dans une série de zones du monde, avec les conflits auxquels on est confronté, malgré que je sois ministre des Affaires étrangères, d'un pays démocratique, avec des leviers d'influence, qui sont ceux de la Belgique, hein, ce n'est pas ceux des États-Unis non plus, je suis frustré tous les soirs quand je m'endors. Et il faut apprivoiser cette frustration. Mais il faut éviter qu'elle vous dévore au point de devenir aigre, amer, dépité, déprimé. Il faut faire en sorte que cette frustration soit un moteur. Chaque matin, quand je me relève, je veux faire de cette frustration quelque chose de positif dans la journée qui vient. La jeunesse doit avoir le même état d'esprit. Il y a tout au long de votre parcours de vie, vous allez rencontrer des gens qui vont vous décevoir, des situations qui vont vous indigner, mais tirez-en quelque chose qui soit un tremplin pour votre engagement. Et ça, je crois que c'est vraiment important comme état d'esprit. Personne n'a de solution miracle pour pouvoir résoudre tous les problèmes du monde. Et donc, c'est par l'addition des petites briques de Lego qu'on va mettre les unes après les autres que l'on va pouvoir bâtir quelque chose qui sera meilleur demain. On vit aujourd'hui dans une société qui est déjà meilleure, malgré tous ses défauts, que ce que l'on a connu il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, ce que mes grands-parents vivaient était déjà meilleur que ce qu'eux-mêmes avaient connu 20 ans auparavant. Et donc, il faut être lucide sur le fait que ce travail collectif, cette mobilisation des esprits, des âmes et des cœurs, elle permet de faire évoluer positivement la société. Chaque fois un petit peu. Et il y a de nouveaux défis qui se posent à nous aujourd'hui, qui ne se posaient pas hier. Vous êtes une génération qui est née, qui baigne dans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 10 ans pour ce qui me concerne.
mes grands-parents étaient toujours subjugués de voir que dans un petit appareil qui s'appelle un téléphone portable, on avait finalement autant de puissance informatique que le grand premier ordinateur qui a servi à envoyer les hommes sur la Lune. Et qu'en quelques clics digitaux, on sait parler avec l'autre bout du monde, faire des versements. Pour eux, c'était une révolution. Et pour moi, il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui qui sont une vraie révolution. Et pour vous, ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans sera aussi une autre révolution. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est de garder en l'esprit que collectivement, on peut faire bouger les choses positivement, mais avec aussi de la vigilance. On voit par exemple en Europe le retour d'une série d'idéologies beaucoup plus conservatrices, pour ne pas dire parfois de droite extrême, si pas d'extrême droite. Alors moi, j'ai pas de problème, chacun a le droit d'avoir une idéologie de gauche ou de droite, ce qui est encore différent d'avoir une idéologie extrême, d'extrême gauche comme d'extrême droite. Les deux constituent des dangers, à mon estime. Et donc là, on doit faire attention. Et cette jeunesse d'aujourd'hui, qui a toujours vécu en paix, qui donc considère que c'est un acquis, que c'est finalement la norme, doit être consciente que c'est une exception historique. La paix que nous vivons dans notre pays depuis 80 années, à l'échelle de l'histoire, c'est une parenthèse exceptionnelle. Et donc, ça ne doit pas être considéré comme un acquis. Et donc, c'est pour ça qu'on doit œuvrer chacun. Et la coopération internationale est un bon levier aussi pour, dans les zones de conflit, les résoudre, les apaiser et veiller à éviter de les déclencher. Mais donc, soyons lucides que partout ailleurs, quand quelque chose se passe, ça a toujours des répercussions chez nous aussi. J'ai une dernière question donc, à vous poser. Quel est du coup le dernier message que vous souhaitez adresser aux jeunes qui voudraient avoir un monde plus juste, tout simplement? Mais il ne faut pas seulement le vouloir, il faut se donner la capacité de l'avoir. Et donc pour ça, il faut s'engager. Vous savez que c'est une notion qui me parle beaucoup. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire, puisqu'ici on a l'occasion d'avoir cet échange grâce aussi à Enabel, Tout à fait. de dire que cette agence publique de coopération internationale fait aussi la fierté de la Belgique. Elle donne du sens, elle crée du sens. Et donc si des jeunes qui sont en quête de sens ont envie aussi de pouvoir consacrer une part de leur temps, de leur énergie, de leur découverte du monde à s'associer au projet d'Enabel, qu'ils le fassent. Ça sera franchement une belle opportunité aussi de remplir son sac à dos d'expériences nouvelles, de belles valeurs, mais aussi d'expériences de terrain qui vont montrer que parfois les choses ne sont pas aussi bisounours qu'on l'espère. Mais c'est ça qui forge les adultes d'aujourd'hui, de demain. Vous en êtes déjà, mais chaque jour, on renouvelle notre capital expérience. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. Garder la niaque et transformer les frustrations en énergie positive plutôt qu'en source de dépression. Ok, génial. Merci à vous, Merci. Monsieur le ministre. Merci à Laetitia. Merci à Salma. Oui, Vraiment. on a encore une toute petite Ouais. dernière chose avant de partir. Ah oui, Donc c'est c'est vrai. très très J'allais symbolique, mais oublier. vous avez parlé de le lien et la coopération qui est importante entre Enabel, le ministère, et maintenant, aujourd'hui qu'on est là, la jeunesse, parce qu'on a envie de changer, comme vous avez dit, notre frustration en action. On vous a fait un joli certificat, une distinction même. Vous n'allez pas repartir sans rien, c'est les faits. Un nouveau diplôme. Et je pense le meilleur que vous n'ayez jamais eu. Ah oui. Et donc, juste en faveur de la jeunesse et de la coopération internationale. Voilà. N'hésitez pas à le montrer, soyez-en fiers. Oui, vraiment. voilà. Qu'on va Couleur noir, jaune, rouge. Voilà, fait, qu'on tout va, à fait. qu'on va signer tous ensemble. Et on vous remercie justement pour ce dialogue-là qui est essentiel pour nous. Et on espère qu'il continuera. Voilà, tout à fait. Effectivement, Merci. il est important pour le bien de notre démocratie et j'espère que vous l'encadrerez dans votre bureau. Super. Donc voilà, merci en à tout vous cas. Bonne d'avoir suivi cette continuation. vidéo. Vraiment, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et comme on l'a dit, on espère que ce genre d'initiative permettra de créer de nouveaux ponts entre la jeunesse et la politique. Salut.